Avec mon unité Touareg, je rejoins les soldats français. Une patrouille conjointe est prévue dans les rues de Kidal. Mais visiblement, ma présence ne plaît pas à l'officier français. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il filme? Je vois vraiment pas pourquoi. Non, vous prenez pas de film. Pas question de filmer la coopération entre la France et les ex-rebelles. Comme si Paris avait peur de Bamako. Cette alliance, elle est pourtant bien réelle. Depuis des années, ICNAN est très proche des unités françaises. Cette unité qui travaille main dans la main avec les Français, on l'appelle la CESMAC. Des méthodes, ouais. Et c'est quoi la CESMAC alors? Les coordinations et sécurité mix de la Zawad. Quel est l'intérêt pour la France de soutenir les rebelles Touaregs? L'intérêt pour la France, je crois que l'armée française sur place, pour combattre les djihadistes, avait besoin de personnes qui connaissaient le terrain. Et les séparatistes sont réapparus à ce moment-là en disant nous sommes des adversaires des djihadistes, même si c'était leurs anciens alliés. Et donc nous allons vous aider à combattre les djihadistes. En plus, nous allons vous aider à retrouver les otages français. À l'époque, il y avait des otages français qui étaient prisonniers donc, des djihadistes. Et donc, on les a écoutés, si vous voulez. Et la logique, de mon point de vue, à mon avis, c'est que tous les groupes armés étaient toxiques, étaient dangereux. Et il fallait se rappeler d'ailleurs que c'était justement les séparatistes qui ont quand même été les premiers à déclencher cette rébellion. Mais c'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU, mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Le MNLA propose d'aider les Français. Mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est AQMI et la mouvance djihadiste. Mais pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une limpidité absolue. Bon. Ce qui est des mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Comme convenu avec le MNLA, les forces spéciales ont pris le contrôle de la ville sans associer les soldats maliens. L'armée malienne n'a pas réellement pris possession de Kidal comme ailleurs, parce que l'armée française s'est interposée. Alors il faut qu'on nous explique. Il faut qu'on nous explique. Donc il fallait dialoguer avec eux. Les forces spéciales ne se sont pas contentées de dialoguer avec le MNLA. Et non, au Mali, nous avons rencontré un combattant MNLA, il est Touareg, originaire de Gao, et il a été enrôlé par les djihadistes quand ceux-ci ont pris la ville de Gao, puis il a changé de camp, il s'est allié au MNLA. Et il vous a raconté des choses qui ne figurent pas dans l'histoire officielle. Fin janvier 2013, quand les forces spéciales entrent à Kidal, ce combattant MNLA va proposer ses services aux forces spéciales, et ils acceptent. On a collaboré avec les Français, on a partagé la ville ensemble. Moi, je suis un guide. Je suis avec le capitaine Eric là. Il fait partie des forces spéciales.
Je travaille avec eux, on me paie par jour même. Chaque jour, on me paie 25 000 francs CFA. Qui est-ce qui vous paye? Eric. C'est l'armée française? C'est l'armée française, ouais, qui me paye. Quand on sort, même à Kidal, on est ensemble toujours. On fait toutes les missions ensemble. Quel intérêt la France aurait-elle eu à ménager les forces qu'elle était censée combattre? Les Français, à travers la firme Areva, exploitent les mines d'Arlit, qui sont à 300 km de la frontière malienne, en face du nord du Mali. Donc ça a été invoqué comme une des causes de l'intervention française parce que c'est une région sensible. Et en même temps, au sud d'Arlit, il y a d'énormes gisements inexploités d'uranium. Et du point de vue de la France, il y a la volonté de garder la main sur les ressources d'uranium qu'elle n'exploite pas pour le moment ou dont elle retarde l'exploitation, mais pour empêcher d'autres d'avoir accès à ces ressources. Les Français étaient favorables et travaillaient à une certaine autonomisation du Nord Mali, Touareg, par rapport à Bamako. Pour forcer le Sud à accepter, à être plus docile au diktat de la France et dire au Nord, c'est grâce à nous que vous avez cette autonomie, donc on travaille la main dans la main. Donc c'est trouver dans ces deux partenaires des avantages. Dans cette partie d'échecs, la France n'est pas seule. Et c'est bien loin du Sahara que se décide le futur économique de la région. Des représentants des groupes pétroliers, des experts du capital risque et des responsables africains en charge de l'énergie se retrouvent à Londres, capitale financière de l'Europe, pour discuter de contrats et rêver de gros profits. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce 11e forum de l'Afrique indépendante. Malgré le chaos, les guerres et les révolutions, l'intérêt des Occidentaux reste considérable pour ce qui pourrait être la plus grande réserve non exploitée de pétrole sur le continent. L'Eldorado du Sahel, le bassin de Taoudéni, qui s'étend de la Mauritanie à l'Algérie, couvrant le Nord Mali. Il existe des gisements en quantité non négligeable, mais dans une zone très vaste, peut-être plus grande que le Texas ou équivalente aux 2/3 de l'Europe. Il y a donc très peu de puits dans cette zone, en tout cas pas assez pour faire une estimation. Il faudra beaucoup de temps pour connaître les ressources exactes de ce bassin. Malgré un déclin récent de l'importation de gaz et de pétrole africain vers les États-Unis, les intérêts des grands groupes énergétiques américains pour l'Afrique n'ont pas diminué. Les besoins de l'Asie et de l'Europe ne cessent de croître. Près de 2000 milliards d'investissements dans le pétrole et gaz africain sont prévus au cours des 2 prochaines décennies. On sait tous qu'on va vers une raréfaction des ressources pétrolières et que ces derniers grands bassins pétroliers d'Afrique vont avoir une importance croissante au fil des années et qu'il est très important de se prépositionner pour l'exploitation de ces ressources. 130 ans après la conférence de Berlin, un nouveau partage du continent africain s'effectue pour garantir l'approvisionnement en pétrole, en minéraux stratégiques, en terres arables et même en eau sous les sables du désert. C'est pour cela que la véritable histoire de l'intervention de l'OTAN en Libye reste à écrire. Mais elle découle de cette affaire non, mais pas du tout, parce que la France à elle seule ne pouvait pas mener cette intervention. Les Britanniques aussi y ont été associés. Il fallait qu'il y ait les États-Unis qui ont été associés, l'ensemble des pays de l'OTAN, même la Norvège y a été associée, le Qatar y a été associé, les Émirats Arabes Unis y ont été associés, l'Arabie Saoudite y a été associée. Mais vous avez été au cœur du système libyen, vous avez été au cœur de l'État libyen. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que Kadhafi a signé son arrêt de mort lorsqu'il a décidé de créer une monnaie commune à l'Union africaine. Car je vous rappelle que la Libye fait partie de l'Union africaine. Que le siège de cette banque, de la banque qui devait émettre cette monnaie, avait déjà été fixé au Cameroun. Je vous rappelle que dans le cadre du financement de cette banque,
l'État libyen apportait 90% du capital requis. Ce qui permettait ainsi à l'Union africaine de sortir des griffes, ou des pays membres de l'Union africaine, de sortir des griffes des bailleurs de fonds internationaux dont l'aide repose sur le dollar. Ça a été pour lui une erreur cardinale. Car à partir du moment où il a pris cette décision... C'était en quelle année ? C'était en 2008-2009. Car à partir du moment où il a pris cette décision, il a heurté de front les intérêts des États-Unis et du dollar américain. Et vous avez un deuxième élément. Du temps du régime, les compagnies pétrolières étaient strictement encadrées. Elles avaient des zones qui étaient exploitées, certes, mais elles avaient un quota de production qu'elles ne pouvaient pas dépasser. Il y avait des conditions financières extrêmement sévères. Prenez l'exemple de Total. Total devait reverser à l'État libyen plus de 85% du résultat de l'exploitation des zones pétrolières. À partir du moment où le régime tombait, eh bien, chaque compagnie a fait ce qu'elle a bien voulu faire. Il n'y a eu aucun bain de sang à Benghazi comme à Tripoli. Tout a été inventé, fabriqué, justifié a posteriori par des manipulateurs et des fabricants de fake news. Il est un peu facile d'attaquer aujourd'hui Colin Powell ou George Bush pour le déclenchement de la guerre en Irak et la chute de Saddam Hussein sans balayer devant notre porte. Nicolas Sarkozy et Bernard-Henri Lévy ont une lourde responsabilité dans l'invention de notre guerre à nous et de toutes les conséquences qui ont suivi. Les migrants morts en Méditerranée comme les attentats de Daesh en France. Daesh, dans ses prémices, a été financé par le Qatar. Là aussi, nos documents le montrent. Le Qatar a toujours été aux premières loges et la France, jamais très loin. Une entreprise de corruption au plus haut niveau de cet État-là explique aujourd'hui ces événements. Colin Powell vient de mourir, Muammar Kadhafi, ça fait 10 ans tout juste. Il est temps de remonter les pendules.